Bonjour à tous. Tout va bien? Oui. Il fait beau en Suisse. Il fait beau en Suisse maintenant, je crois. Hein. Alors, ils se réjouissent de te poser des questions parce qu'on a préparé des questions avec eux. Et puis, ils ont plein de questions sur l'endroit où tu vis, ce que tu fais là-bas. Et puis, je vais appeler directement les élèves qui vont lever la main. Et puis, je Oui, vais les appeler pour venir. c'est bon, je suis prête, avec plaisir. Ouh là là, que de mal lever. Je vous écoute. Alors, tu te mets devant, tu peux te mettre à genoux. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà vu des crevasses? Oh oui, oui, c'est plein de crevasses ici autour. Et même peu de temps après que je sois arrivée, on a pu descendre dans une crevasse. On a fait un exercice, on est parti avec les skidoo, avec les motoneiges, jusqu'à une crevasse assez importante. Et puis là, on s'est tous mis des baudriers. Vous savez, quelque chose, ce sont des outils de montagne. On s'est accroché avec des cordes et puis on est descendu dans la crevasse et on a fait des exercices pour apprendre à remonter quelqu'un qui serait tombé dans une crevasse. C'est dangereux? C'est très dangereux et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sortir, d'aller se promener seul dans la station et que c'est vraiment un des grands dangers, ça fait partie des dangers principaux des déplacements en Antarctique parce qu'on est sur des kilomètres de neige, de glace, hein, d'épaisseur. Il faut imaginer qu'il y a 2000, 3000 mètres de glace d'épaisseur parfois moins. Et la glace avance tout doucement. Les glaciers, ils ne sont pas immobiles, ils coulent, ils avancent très doucement et à chaque fois qu'il y a une cassure de terrain, ça ouvre une crevasse. Et le problème, c'est qu'après ça, quand la neige est soufflée ou va dessus, ça va faire un petit pont. Un pont de peut-être 1 mètre d'épaisseur seulement de neige. Donc si on passe dessus, on ne voit pas la crevasse, mais on peut passer à travers le pont assez facilement et tomber très profondément. Donc oui, il y a des accidents à cause de cela. C'est vraiment quelque chose auquel il faut toujours avoir à l'esprit que ça peut arriver et que ça arrive. Parfois même, ce sont des véhicules qui tombent dedans. Merci beaucoup. Ouais, pas très drôle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ravitaillé comment? On est ravitaillé comment? Alors, il y a 2 façons de se ravitailler ici. C'est jamais très rapide. Hein. Tu ne peux pas commander quelque chose et l'avoir le lendemain. Donc, tous les ravitaillements sont préparés à l'avance, parfois plusieurs mois à l'avance. Alors, il y a les bateaux qui ravitaillent. La côte est à 200 km d'ici. Donc, c'est toute une expédition pour y aller. Hein. Il faut compter à peu près 25 heures de trajet pour aller jusqu'à la côte. Et ça, c'est si la météo est bonne. Et puis donc, dans ces cas-là, à la côte, ce sont des gros cargos qui amènent, vous connaissez ces containers, les containers qu'on voit posés sur les camions. Ces containers, c'est très pratique, hein, parce que depuis le camion, on peut le mettre sur le train, on peut le mettre sur le bateau. Donc ces containers sont remplis généralement en Belgique, sont mis sur un bateau, un cargo, qui va l'amener jusqu'à la côte. Donc là, c'est pour tout le gros matériel surtout. Et pour la nourriture en grande quantité pour la saison. Et après ça, il y a des avions qui amènent des gens, comme moi par exemple, je suis venue en avion. Il n'y en a pas très souvent, mais il y a quelqu'un au Cap, à Cape Town, qui est le lieu de départ des avions pour cette région de l'Antarctique, qui fait les courses, comme on lui a demandé. Ben voilà, il nous faudrait 30 litres de lait, il nous faudrait 50 kilos d'oranges. Tu vois, ce sont des grosses commissions, et puis des grosses courses. Et puis après ça, là, ça peut venir dans ce cas-là par avion. Les produits frais qui peuvent manquer pendant la saison, c'est par avion qu'ils arrivent, principalement. D'accord. Hello. Salut. Alors,
comment vous faites pour avoir de l'eau pour vous laver pour avoir... Oui, pour se laver, pour Ouais. faire la cuisine, pour manger, pour boire tout simplement aussi. C'est une excellente question que tu poses là parce que cette eau, elle coule pas ici. Il fait trop froid. Vous savez que l'eau en dessous de 0 degré, elle gèle. Et comme la température est normalement toujours en dessous de 0 degré, sauf parfois sur les roches, hein, où elle peut monter un peu plus, mais généralement elle est sous forme de neige, de glace. Alors, ici à la station, donc c'est la neige qu'on va utiliser. Donc à la station, ils ont un grand réceptacle, je dirais, dans lequel, avec un bulldozer, ils mettent de la neige. Donc ça remplit de neige. Là, il va y avoir des vis qui tournent gentiment pour mêler cette glace, cette neige dedans. Et puis en fait, ce sont les panneaux solaires qui vont réchauffer. Et ce que tu dis est très intéressant parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'énergie. L'énergie qui est produite à la station, eh bien, sur toute l'énergie qui est produite, la moitié est réservée à l'eau, à fabriquer de l'eau et à la faire réchauffer. Donc c'est énorme, ça demande beaucoup d'énergie. Et il faut savoir aussi que pour faire passer de la neige à la glace, la faire monter, donc la neige par exemple à moins 1 degré, si tu veux la faire passer à de l'eau à plus 1 degré, ça demande autant d'énergie que si tu prends de l'eau qui a 1 degré et que tu la fais monter à 60 degrés. Tu te rends compte? Hein, donc l'eau est effectivement vraiment quelque chose d'extrêmement coûteux en énergie et extrêmement délicat à utiliser. Donc ici, par exemple, ça arrive que, comme la semaine passée, il y a des jours où on n'a pas pris de douche et où on a vraiment fait attention parce qu'on avait un peu des problèmes pour fabriquer cette eau. Donc on a fait plus attention. Hein, donc là, on prend vraiment conscience de la préciosité de l'eau. Hein, c'est quelque chose de très précieux. C'est de l'eau douce en plus. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander s'il y a d'autres Je ne stations, t'entends pas. s'il y a des stations près de la vôtre où vous êtes. Près de là où on est? Écoute, je crois que donc il y a une station qui a été abandonnée, qui est à 70 km d'ici. Mais bon, celle-là, elle a été complètement abandonnée. C'est une station japonaise. Donc la plus proche, je crois qu'elle doit être elle est à 1h30 d'avion d'ici. D'accord. Je ne sais pas, j'ai personne qui puisse me répondre là. Je crois qu'elle doit être à plus de 200 km. Ok. Et c'est la plus proche. Et c'est une station russe. On l'appelle Novo. Merci. Enfin, c'est un nom plus compliqué. Bonjour. Je voulais vous demander, vous pensez rentrer quand? Alors, mon avion de retour est prévu pour le 9, c'est-à-dire mercredi prochain, hein, le 9 février. En revanche, c'est un peu tributaire de la météo. Alors, au départ, on nous a dit le 9. Ensuite, on nous a dit, non, ce sera plutôt le 10. Après ça, c'est passé au 11. Hier, on nous a dit, non, ce sera peut-être le 8. Donc, on ne sait pas exactement. C'est un petit peu particulier. Hein. Par exemple, au mois de décembre, il y avait une équipe qui devait arriver et une équipe qui devait repartir. L'équipe qui devait repartir devait passer Noël dans leur famille, chez eux, ils habitent en Belgique. Et en fait, l'avion qui faisait le changement d'équipe n'a pas pu atterrir à cause de la météo. Il n'a pas voulu. Alors il a fait demi-tour, il est reparti et il a fallu qu'ils attendent 17 jours pour pouvoir repartir. Donc tu vois, c'est pas comme les avions de ligne. On doit faire, il faut prendre en mesure surtout la météo. Surtout que la météo change très vite parfois. Et ce qui est étonnant, ce qui s'est passé cette fois-là, c'est qu'il faisait très beau au-dessus, à 1 km d'altitude, à 1000 mètres d'altitude, il faisait très beau. Et au sol,
il y avait ce qu'on appelle le White House. C'est-à-dire que c'est un environnement où les vents soufflent à plus de 150 km/h, 120-150 km/h, qui transportent de la neige, du brouillard, et tu ne vois pratiquement pas, paraît-il, je ne l'ai pas vécu ça, mais il paraît que tu vois à peine tes pieds, tellement c'est opaque. Donc un avion, dans ces conditions-là, il ne peut pas atterrir et il ne peut pas repartir non plus. Et ces changements s'opèrent très très rapidement. En quelques heures, tu passes du beau temps au mauvais temps. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Je voulais vous demander comment vous faites pour vous réchauffer. Pour Vous réchauffer. Pour nous réchauffer, d'abord, la première chose qu'on fait, c'est qu'on évite de se refroidir. C'est beaucoup plus facile de rester au chaud que de se chauffer une fois qu'on a eu froid. Donc, pour éviter de se refroidir, ce que l'on fait, c'est qu'on s'habille. Alors, comme quand tu vas dehors, tu ne sais pas ce que tu fais comme activité. Parfois, tu bouges beaucoup, donc tu te réchauffes. Donc, il ne faut pas mettre des vêtements trop épais. Et puis parfois, tu dois faire des choses qui sont plus statiques, où tu bouges moins. Là, ton corps va se refroidir. Donc dans ce cas-là, il faut rajouter des épaisseurs. Donc c'est ce qu'on a en fait ici. Selon les activités, tu mets 2, 3, 4, 5 épaisseurs d'habits. Et ceux qui sont toujours importants de garder avec soi, ce sont les vêtements qui empêchent le vent de pénétrer. Parce que vous savez qu'il y a la température qui joue, mais vous avez déjà remarqué que lorsqu'il y a du vent, vous avez l'impression d'avoir encore plus froid. On appelle ça en anglais le chilling factor, ou facteur de refroidissement. Et en fait, si par exemple aujourd'hui là il fait moins 10 dehors, mais il y a un vent qui est en train de se lever, qui fait maintenant à peu près 20 km/h, l'impression de refroidissement, l'impression que tu as, c'est qu'il fait moins 20 degrés. Hein? Donc tu vois que ça peut passer du simple au double, par exemple, dans ce cas-là. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et puis à l'intérieur de la station, on a la chance d'avoir une station qui est agréable dedans, il fait 21, 22 degrés. Et là encore, c'est l'isolation qui compte. C'est-à-dire que les parois sont très épaisses, très, très bien isolées, si bien que la chaleur qui est à l'intérieur du bâtiment ne sort pas à l'extérieur. Et le froid qui est à l'extérieur n'entre pas à l'intérieur. Tu comprends? Alors avec les activités qu'on a à l'intérieur de la station, ça la chauffe. Et parfois on est même obligé d'évacuer un peu de chaleur dehors parce que sinon il ferait trop chaud dans la station. Et l'air qui renouvelle l'air à l'intérieur de la station, il n'entre pas directement par des fenêtres. Les fenêtres, on ne peut pas les ouvrir. Il passe par des tuyaux, en fait, qui se réchauffent déjà, qui réchauffent déjà un petit peu l'air. C'est bien que l'air qui entre dans la station pour renouveler l'air de la station, à l'intérieur de la station, est déjà un petit peu chauffé. Et ça suffit pour être tout à fait confortable à l'intérieur. Donc tu vois, le maître mot, c'est ne vous refroidissez pas. Puis les gants, les bonnets, on perd beaucoup de chaleur par la tête. Il faut toujours avoir un bonnet aussi. Et puis des gants, parce qu'on a les doigts qui peuvent geler facilement. Et puis des bonnes chaussures, des très très bonnes chaussures. D'accord, merci. Je t'en prie. Là, il a réussi à capter des radios, tu sais, dans les jours. Il avait ici. Ouais, une radio française aussi. Française. Bonjour. Bonjour. Oui, il bricole. Je voulais vous demander, est-ce que vous dormez bien le soir? Il cherche et tout. Attends, je vais te demander de parler peut-être un peu plus près du micro parce que je n'ai pas réussi à comprendre ce que tu disais. Je voulais vous demander si vous dormez bien le soir. Pas toujours très bien. Est-ce que tu devines pourquoi? Est-ce que tu aurais une petite idée de savoir pourquoi on ne dort pas aussi bien que vous maintenant, par exemple, chez vous? Quelqu'un aurait une idée, toi ou quelqu'un d'autre? C'est froid? Quelle est la grande... Non, il ne fait pas froid. Non, comme je viens d'expliquer à ton camarade, il ne fait pas froid. Mais il y a quelque chose de très, très différent ici. Je vous rappelle qu'ici, c'est l'été. Vous êtes en hiver, moi je suis en été. Et qu'est-ce qui se passe en été?
avec le soleil, c'est qu'il ne se couche pas ici. Déjà, chez nous, en été, les journées sont beaucoup plus longues que les nuits, d'accord? En hiver, c'est les nuits qui sont longues et les journées sont courtes. Eh bien, c'est l'inverse. Enfin, ici, je suis en été. Donc, les journées sont tellement longues qu'elles durent toute la journée. Donc, par exemple, dans ma chambre, le soleil arrive, il est déjà assez haut dans le ciel, et il entre dans ma chambre à 3 heures du matin. Et quand je me suis couchée, si je me couche à 11 heures, ou à minuit, ou à 1 heure, il fait jour. Il fait jour tout le temps. Alors ça perturbe quand même un petit peu, parce que tu n'as pas tellement envie d'aller te coucher. Puis après ça, il faut essayer d'obscurcir, soit mettre quelque chose sur ses yeux pour essayer de mieux dormir, soit obscurcir les fenêtres. D'accord. Donc c'est un petit peu ce qui empêche les gens de dormir. Mais c'est agréable parce que c'est magnifique de voir le jour, le soleil en pleine nuit. Ça fait des lumières très 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 belles. Merci. Comme si c'était des couchers de soleil et des levées de soleil qui durent des heures et des heures et des heures. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous je avez... t'écoute. Est-ce qu'il y a déjà eu des blessés ou des accidents? Écoute, c'est impressionnant, mais les gens arrivent à travailler de façon à ne pas se blesser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'accident. Hein. Il y a quelqu'un qui a raconté une autre année, quelqu'un s'est enfoncé par exemple une grosse vis dans le genou. C'est un accident pas très agréable. Mais sinon, bon, il y a des petits bobos, comme partout. Mais il n'y en a pas eu. Mais c'est important de savoir qu'il y a un médecin ici, hein, parce que le premier hôpital est très très loin d'ici, donc il est inatteignable pour l'instant, l'hôpital. Et donc, s'il y a un blessé, s'il y a quelqu'un qui est malade, s'il y a quelqu'un qui a un grave problème de santé, le médecin qui est ici doit être en mesure de pouvoir faire les premiers soins, voire le soigner complètement. Donc, il est vrai que les gens qui travaillent ici, hein, il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent ici, d'ouvriers, quand je dis des artisans, qui font de la menuiserie, qui font de la plomberie, qui font de l'électricité, qui font de la mécanique. Donc tout ça, ce sont des métiers où on peut se faire mal. Et en plus, ils travaillent au froid, au vent. Parfois, le sol est très glissant parce qu'il y a de la glace sur le sol. Et ils font des longues journées. Ils travaillent de 8 h du matin à 8 h du soir. Et bien malgré tout, il y a très très peu, ils arrivent à travailler de façon à tout prévoir pour ne pas se faire mal. C'est vrai que je crois qu'ils sont beaucoup plus attentifs dans leur façon de faire qu'ils ne le seraient peut-être dans un pays comme la Suisse, comme la Belgique ou comme la France, où en fait tu travailles dans des conditions qui sont moins dangereuses. Et je crois que plus il y a de possibilités d'accidents et plus on fait attention. Et je pense que c'est leur cas. Donc ici, on a la chance cette année, il n'y a encore pas eu d'accident. Juste des petits bobos. Mais ça, c'est pas très très grave. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Je me demandais si vous pouviez y aller se baigner, si on allait là où vous êtes. Se baigner? Oui. Dans la mer? Oui. Alors, si j'essayais de me baigner dans la mer, en maillot de bain, je crois que mes chances de survie seraient de quelques secondes. Une trentaine de secondes, je crois, moins d'1 minute. L'eau est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop froide. Okay. Donc le corps ne pourrait pas résister. Peut-être qu'il y a des gens... Il y en a qui arrivent à plonger. Hein. Il y a des gens qui plongent dans la mer. Mais alors, ils ont des équipements qui sont... J'ai vu un film où on voit les gens se préparer pour plonger dans la mer, sous les icebergs, sous la glace. Et ils ont des équipements qui sont vraiment très très lourds, très épais, qui gardent vraiment la chaleur du corps. C'est indispensable. Mais donc non, c'est pas possible. En revanche, j'ai quand même vu dans la station norvégienne, mais là je l'ai vu en photo, ils ont une piscine.
une petite piscine, un petit bain pour d'eau chaude. Mais ici, non. Et d'ailleurs, hier soir, il y a l'électricien qui me disait « Ah, mais qu'est-ce que je rêve d'un bain, tu peux pas imaginer. Ok, merci. » Donc non, on peut pas se baigner. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais vous demander si vous vous sentez bien dans la princesse, comment ça s'appelle? Princesse Elisabeth Antarctica, PEA on l'appelle. Ouais, d'accord. Si je me sens bien, à quel niveau, dis-moi? Bah, bah, c'est assez chaud, c'est assez grand. Elle est très très confortable. C'est effectivement une station qui est très confortable. Hein, donc c'est une vie en collectivité. On a nos chambres, mais en revanche, tous les autres lieux sont communs. Donc il y a une salle de bain, il y a une salle pour les toilettes, il y a une cuisine, il y a la salle principale dans laquelle je suis. Hein, donc c'est pour ça que parfois vous pouvez peut-être voir derrière moi des gens qui passent. Donc ce sont tous des lieux communs. Donc là, il faut accepter la vie en collectivité. Mais en revanche, au niveau confort, on a chaud, on a de l'eau, on a des bons lits aussi, des bons couchages. Donc vraiment, c'est très étonnant de ne pas ressentir, lorsqu'il fait vraiment mauvais dehors, à l'intérieur, on est comme dans un cocon, comme dans un œuf, bien installé. Merci. Voilà, Catherine, encore une dernière question, et puis après on va te laisser Oui. tes occupations. Et je vois qu'il arrive et qu'il fait demi-tour. Alors, en fait, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des arbres? Des arbres? Oui. C'est ça? Oui. C'est ça que tu m'as demandé, des arbres? Oui. Oui. Non. Non, il n'y a même pas d'herbe. Pour te dire, les seuls végétaux que l'on trouve ici, ce sont des lichens, d'ailleurs encore, c'est pas... Ouais, on les associe aux végétaux, les lichens, si vous savez ce que c'est, et puis des petites mousses, et qui sont juste dans les anfractuosités des cailloux. Quand les cailloux font des petites rigoles comme ça, qui sont bien protégées du vent, par exemple, et qui reçoivent un peu d'humidité, un petit peu d'eau. Alors là, il y a des petites mousses et des petits lichens qui poussent. J'en mettrai en photo sur le blog, parce qu'ils sont jolis, mais c'est tout ce qu'il y a. Et comme il n'y a pas d'herbe, comme il n'y a pas plus de végétation, donc encore moins d'arbres, eh ben, tu peux imaginer facilement qu'il n'y a pas d'animaux qui vivent dedans. Il y a juste, on a découvert des tout petits trucs d'1 millimètre, des tardigrades qui sont dans les mousses. Sinon, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'araignées, il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien qui vole. Et puis donc, il n'y a pas d'animaux non plus, parce qu'ils ne peuvent pas manger l'herbe qui est absente, ils ne peuvent pas manger les feuilles des arbres, ils ne peuvent pas se protéger dans les troncs des arbres, parce qu'il y a 0 arbres sur tout ce continent qui est grand comme 1,5 fois l'Europe. C'est impressionnant, hein? Bon, par contre, il y a beaucoup de glace. Voilà, et merci beaucoup pour cet échange en direct de l'Antarctique. Merci. Et puis je te dis Merci, bravo à vous. à très bientôt, Catherine, à demain. Oui. Demain matin. À demain. Bye bye. Ça marche, Ciao. ça marche. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne journée.